en tenue militaire donc sur le front de Koursk pour faire le point après la débâcle ukrainienne et pour désigner les nouveaux objectifs. Le nouvel objectif, c'est une zone tampon dans la région de Soumy. Voilà à quoi aura abouti cette opération stupide de l'Ukraine dans la région de Koursk. Rappelons l'origine de cette opération absurde. Alors, elle n'était pas absurde au début. Il s'agissait de s'emparer de la centrale nucléaire de Koursk, à Kourchatov, et ensuite de pouvoir la négocier avec la centrale nucléaire de Zaporozhye, d'organiser un échange, en tout cas une crise stratégique grave pour la Russie. L'opération a complètement échoué, la centrale est à 50 km, les Ukrainiens ont été arrêtés à 20 km, et puis même ont dû rapidement se replier, et finalement la percée maximum, on était autour de 10 km, une dizaine de kilomètres. Donc ça a complètement raté, et là, la raison aurait voulu que les troupes ukrainiennes se retirent après avoir manqué ce raid. Mais là, décision a été prise, parce qu'encore une fois, l'armée ukrainienne est commandée par des communicants et pas par des soldats, de rester en prétextant qu'on allait échanger ce territoire, que c'était une humiliation pour Poutine. Alors ça, on y a eu droit sur LCI, comme si le fait d'humilier son adversaire était un objectif stratégique. Donc, encore une fois, des communicants. Donc ça... Salut à tous et bienvenue sur Monde Multipolaire. Aujourd'hui, on décode l'actualité internationale sans filtre. Mais avant de commencer, une précision importante. Cette vidéo inclut des extraits protégés par des droits tiers. Je n'en détiens pas l'intégralité des droits, mais je partage ce contenu dans un but pédagogique. Au programme de cette analyse exclusive, géopolitique profonde, le coup de projecteur sur l'interview de Gérard Araud par Figaro. Économie, sanctions contre la Russie qui tremble, Trump qui relance le jeu énergétique, et la France, deuxième exportateur d'armes, qui interroge. Politico-diplomatique, entre le niet retentissant, les tensions gauche française Syrie et Saakashvili, l'allié à haut risque. Terrorisme, le massacre d'Odessa, un événement clé qu'on ne peut ignorer. Empire du mensonge, décryptage du Clausewitz moderne et le moment bunker qui glace le sang. Et enfin, l'actualité militaire. Poutine sur le front, la débâcle de Koursk et les cartes qui parlent d'elles-mêmes. Pour soutenir Stratpol, le média indépendant derrière ces recherches, les liens sont en description. C'est parti. Laissez-vous guider. Pour démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider en cotisant sur Tipeee, Patreon, Paypal, le canal Telegram payant. La conférence donc pour nos abonnés aura lieu vraisemblablement lundi prochain en fin de journée. Voilà, vous pouvez également vous abonner à Géopolitique Profonde, donc le dernier numéro, celui du mois de mars est sorti. Il y a notamment un article très intéressant sur l'origine des néoconservateurs par l'excellent Laurent Ozon, et puis d'autres articles également très intéressants avec des conseils bien sûr d'épargne, parce que tout le monde a très bien compris que le but d'Emmanuel Macron, son discours belliqueux, c'est surtout pour trouver un moyen de mettre la main sur la dernière des richesses françaises, c'est-à-dire l'épargne des Français. Les Français ont toujours été un peuple d'épargnants, c'est notre tradition paysanne, et donc il y a quelque chose à voler. Encore une fois, le modèle économique de la gauche française, c'est le vol des biens du clergé, et ça c'est un sujet sur lequel je reviendrai d'ailleurs. Ce qui a été fondamental en fait dans la vision économique de la gauche, c'est le début de la Révolution, quand la Révolution vole les biens du clergé et émet des assignats, une monnaie sur ce vol. Évidemment, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez un économiste gauchiste comme Nicolas Porchet, c'est ça, c'est-à-dire il n'y a qu'à prendre, il n'y a qu'à vendre le palais de l'Élysée, le jardin de Luxembourg, et on va s'en sortir. Il y a toujours un Grisby sur lequel on va pouvoir mettre la main, et puis on va pouvoir se refaire pour continuer à vivre comme on faisait avant. Donc ça, évidemment, aujourd'hui, du Grisby, à moins de croire qu'on puisse effectivement vendre le jardin de Luxembourg, il n'y en a plus beaucoup, et il y a cette épargne des Français. Donc pour ça, acheter des actions, du bitcoin, de l'or, etc. Enfin, adressez-vous à de vrais spécialistes, et c'est ce que vous trouverez dans Géopolitique Profonde. Notamment, il y a également Philippe Erlin qui est très bon à ce sujet-là. Ce qui m'a plu cette semaine, eh bien, je vais vous étonner, c'est une interview par le Figaro, vidéo, interview vidéo de Gérard Araud. Donc, j'en ai parlé dans mon bouquin Ukraine, pourquoi la Russie a gagné. Il est ambassadeur de France aux États-Unis, donc anti-Trump rabique et militant LGBT en plus. Donc évidemment, c'est pas un des nôtres. Mais dans cette interview, finalement, il y a beaucoup de réalisme. Notamment, il est clair sur le fait que la Russie a gagné la guerre, que l'Ukraine ne pourra pas récupérer ses territoires, et aussi son analyse, à mon avis, de Trump, qui est la plus intéressante, c'est qu'en fait, il dit que Trump, il n'en a rien à faire de l'Ukraine. C'est pas son obsession. Ce qu'il veut, c'est au contraire s'en débarrasser. Trump est un nationaliste, et ses efforts visent avant tout à faire en sorte que ça ne coûte plus un copec, plutôt un cent,
aux États-Unis, et quitte à se mettre, encore une fois, en opposition avec le complexe militaro-industriel américain. C'est ça aussi qui est quand même important avec Trump, hein. On sait depuis le président Eisenhower, qui a fait un fameux discours là-dessus, que le complexe militaro-industriel américain est un danger pour l'Amérique, est un danger pour le monde, parce qu'il a besoin de commandes militaires. Et rappelons-nous qu'un des objectifs de Trump, donc, est de baisser la dette publique, de baisser le budget de l'État, et c'est d'obtenir des négociations avec la Russie, avec la Chine, pour baisser la quantité d'armes nucléaires, pour baisser les dépenses. Il veut diviser les dépenses militaires par deux. Donc évidemment, ça doit faire hurler du côté de ce fameux complexe militaro-industriel. Donc j'ai trouvé cette interview assez intéressante, surtout que c'est quelqu'un qui vraiment nous est hostile, je veux dire, nous les nationaux conservateurs, et pourtant il dit des choses très intéressantes sur ce qu'il pense de Trump. Voilà, à suivre donc. Économie maintenant, et je voulais revenir sur ces 800 milliards dont a parlé Ursula von der Leyen. Alors, la plupart des analystes sérieux l'ont bien sûr constaté, c'est que l'Union européenne n'a pas 800 milliards d'euros sous le coude pour les dépenser dans le complexe militaro-industriel. En fait, ce que fait Ursula von der Leyen, c'est en gros des autorisations de dépasser les critères de Maastricht, voilà, au niveau de l'endettement, de la dette publique, etc., etc. Cela dit, les premières réactions qu'on a eues montrent que ça ne marchera pas en Allemagne. Le Bundestag, comme on l'avait d'ailleurs anticipé sur Stratpol, n'a pas accepté de dépasser le plafond de la dette. L'Italie, je pense que ce sera pareil. Et Macron aimerait bien le faire, mais dans ce cas, il va falloir encore s'endetter encore plus. Et on sait très bien qu'on est à nos limites. La note française a été baissée par Standard & Poor's. On attend Moody's et Fitch, mais ça devrait être pareil. On risque de perdre notre double A. Donc finalement, tout ça, ce sont des vœux pieux. Et je pense que le complice dans cette affaire, c'est Emmanuel Macron avec Ursula von der Leyen, qui rêve de pouvoir encore étendre notre dette colossale pour essayer de tenir encore jusqu'en 2027, jusqu'à la fin de sa présidence. Et après, pourquoi pas truquer la Constitution française au point où on en est, ou prendre la place d'Ursula von der Leyen. Selon l'organisme CIPRI, la France est devenue second exportateur d'armes dans le monde. Les États-Unis restent largement devant. Et la Russie passe à la 3e position. Normalement, la Russie était en 2e position, mais évidemment, aujourd'hui, la production militaro-industrielle russe est orientée vers le marché intérieur. Donc là, on parle bien des exportations, pas de la production en tout. J'étais même surpris, en fait, que la Russie reste à ce niveau-là, en numéro 3. Après, il faut quand même être prudent sur les chiffres français, c'est-à-dire que je pense que dedans, il y a ce qu'on a donné à l'Ukraine, et avec une estimation dont on n'est pas certain. Si vous avez le temps, allez voir l'audition par la commission du Parlement français sur ces 10 milliards qui avaient disparu, donc sur la mauvaise gestion en fait de l'époque Attal-Le Maire. Donc Attal est auditionné, et on lui pose la question sur ces milliards qui ont été donnés à l'Ukraine, et il répond que c'est une estimation par rapport à ce qu'on a envoyé. Donc la question qu'il faut se poser également, c'est à combien est-ce qu'on a estimé le don du VAB, de ces vieux VAB qui valent rien, que normalement on donne gratuitement aux pays africains. À combien est estimé la MX-10RC qui ne vaut rien, en fait, qui de toute manière est hors d'âge. Donc tout ça, évidemment, ça a sans doute pu gonfler artificiellement nos exportations. Mais cela dit, on a quand même des fleurons, notamment le Dassault, le Rafale, que pour l'instant la gauche n'a pas détruit, pour l'instant, mais on va en reparler, ça pourrait très bien arriver. Et donc il y a quand même de bonnes raisons. Encore une fois, la France est un pays extraordinaire grâce au génie français. Malgré le socialisme, on est toujours un des rares pays dans le monde capable d'envoyer des fusées dans l'espace, faire voler des avions, fabriquer des sous-marins, avoir un nucléaire civil, avoir un nucléaire militaire. Il y a des choses quand même que notre nation a été capable de faire, et aujourd'hui d'ailleurs on vit encore une fois sur cet héritage. Et aussi sur le fait que ce génie français demeure, et qu'il y a encore des entrepreneurs qui pour moi sont des héros. Autant je comprends très bien un entrepreneur en Russie, vous travaillez dur, mais immédiatement vous avez des résultats. Et là je vois qu'il y a des Français, il y a encore des entrepreneurs français qui d'ailleurs je suis en contact, des paysans français qui se battent tous les jours pour que le pays continue à fonctionner, pour engraisser les Jordan Bardella, les Gérard Larcher, les Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc malgré tout, il y a toujours cette classe de travailleurs de plus en plus minoritaire. La gauche détruit le travail, c'est comme ça. Mais donc voilà, on peut quand même se réjouir de ces résultats. Toujours dans le même sujet, LBM Aerospace, qui est un gros fournisseur de l'industrie aéronautique, aérospatiale français, serait sur le point d'être acheté par une entreprise américaine, au moment où Emmanuel Macron nous explique qu'il faut qu'on devienne indépendant des États-Unis. Donc jusqu'où est-ce que ça va aller? Espérons que, contrairement à Alstom
Emmanuel Macron ne trahira pas. Rien n'en est moins sûr, en tout cas. C'est quelque chose qu'il faudra suivre et surtout, ça nous permettra de juger de la réelle motivation des élites gauchistes, de la classe dirigeante gauchiste française, de protéger le complexe militaro-industriel français et sa souveraineté. J'en parle rapidement parce que ça n'a aucune importance. Le Parlement français a voté une résolution, donc ce n'est pas une loi, qui recommande le vol des avoirs russes, c'est-à-dire les obligations qui ont été achetées par la Russie avant 2022, bien imprudemment d'ailleurs. Acheter des obligations dans un pays dont le ministre des Finances est Bruno Le Maire, je veux dire, on mériterait presque de se les faire voler. Mais le fait est que, comme je dis depuis le début, depuis 2022, je ne crois pas au vol de ces actifs parce que ça détruirait la capacité de la France à s'endetter. Et s'il y a une chose dont a besoin le régime actuel, c'est de pouvoir continuer à s'endetter. Donc je n'y crois pas trop. On notera une fois de plus que le Rassemblement national s'est abstenu. Dans le meilleur des cas, ils s'abstiennent. Dans le pire des cas, ils votent pour, tellement ils ont peur d'être attaqués dans les médias. Donc voilà, une fois de plus, un Parlement français qui est en dessous de tout. Mais c'est une recommandation, mais je ne pense pas que ce soit suivi des faits par le ministère des Finances. Comme on l'avait analysé également à l'époque, d'après la presse économique américaine, Bloomberg, Reuters, les sanctions qui avaient été prises par Biden en novembre-décembre de l'année dernière pour essayer d'aggraver les sanctions contre la Russie, n'ont pas fonctionné, puisque les livraisons de pétrole par les tankers russes ont repris en Inde, en Chine, plus en Chine d'ailleurs maintenant, à ce qu'il paraît. Donc visiblement, encore une fois, les systèmes de paiement alternatifs ont été trouvés et les tankers n'ont pas pu évidemment être arraisonnés. Le seul danger en fait, ce serait des actes de piraterie des pays de la mer Baltique sur les tankers russes. Mais là pareil, les accusations qui ont été données sur l'arrachage de câbles internet sous-marins finalement sont tombées à l'eau. Il n'y a aucune preuve que ce sont les Russes qui l'ont organisé. Mais cela dit, encore une fois, les pays riverains de la mer Baltique, comme la Finlande, la Suède, je ne parle même pas des pays baltes, mais ils ont très peu de moyens maritimes, mais se sont largement radicalisés, donc on n'est pas à l'abri d'une escalade. Et puis, en plus, avec derrière, évidemment, la Pologne, qui est le principal problème de stabilité et de sécurité pour l'Europe aujourd'hui. La Chine a réagi aux menaces de sanctions de l'administration de Donald Trump contre elle en disant qu'elle était prête à toutes les formes de guerre. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a eu pas mal d'informations ce mois-ci sur le fait que petit à petit, la Chine a réussi à combler son retard en matière de forge des microprocesseurs. Comme on l'avait dit, il y a une grosse société qui est aux Pays-Bas qui s'appelle ASLM, qui fournit les machines-outils qui permettent, avec le procédé de lithographie, de graver les microprocesseurs. Eh bien, a priori, la Chine a beaucoup investi, on en avait parlé, et elle a atteint un niveau qui devrait lui permettre finalement de compenser la perte de ce fournisseur, donc ASLM. Donc, tant pis évidemment pour cette société européenne, puisqu'il y a beaucoup de coopération autour de cette société. Il y a même des Russes d'ailleurs qui coopéraient, qui était un monopole mondial par cette haute technologie. Donc en respectant les sanctions américaines, évidemment, ils se sont privés non seulement du marché chinois en partie, mais également ils se sont créés leur principal concurrent, qui en plus a priori est arrivé à maturité avec des technologies qui coûtent moins cher, qui sont plus efficaces. Donc effectivement, la Chine a tous les moyens de s'opposer aux sanctions américaines et je pense que le conseil qu'avait donné Vladimir Poutine à Tucker Carlson dans son interview, qui était d'essayer de trouver un compromis avec la Chine, sera sans doute la meilleure chose que pourra faire Donald Trump. Et encore une fois, la Chine, c'est la voie médiane. Je vous renvoie à notre ami Laurent Michelon, sur son livre pour comprendre la politique étrangère chinoise, le rapport entre la Chine et l'Occident. Encore une fois, on a tout intérêt à s'entendre avec la Chine et à ne pas la menacer. Bloomberg revient sur la volonté de Donald Trump donc d'augmenter la production d'énergie aux États-Unis, donc de tous les types d'énergie, le nucléaire, et là en l'occurrence il s'agit du pétrole et du gaz. Et il y a quelque chose que je trouve intéressant, donc encore une fois sur Bloomberg, c'est que finalement ce que recommandent les économistes américains, c'est plus d'investir sur le gaz et non plus sur le pétrole, parce que les prix du pétrole sont trop bas, et on le sait, l'extraction du pétrole de schiste coûte beaucoup plus cher que par exemple celle de l'Arabie Saoudite ou de la Russie. Donc finalement, les acteurs américains ne sont pas hyper enthousiastes pour investir davantage avec les prix du pétrole actuels. On met ça aussi en perspective avec ce qu'avait dit Trump. Nous avons provoqué la baisse du prix du pétrole et la Russie. Nous allons mettre la Russie à genoux. Évidemment, on avait expliqué à l'époque que ce n'était pas possible, que c'était un des mythes des années 80. Et dans les années 80 comme aujourd'hui, finalement, Washington, l'Amérique n'a pas les moyens d'avoir des prix du pétrole bas à cause de son pétrole de schiste. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on est sorti, à partir de 2022, je pense, à un moment où finalement le pétrole de schiste
est moins rentable et le gaz de schiste est devenu rentable. Le gaz de schiste, donc l'extraction du gaz par le fracking, le gaz de schiste a été jusqu'en 2022 une bulle en fait. Quand on lisait un peu la littérature spécialisée, en fait ça coûtait très cher et c'était beaucoup plus cher parce qu'en plus il fallait après le liquéfier pour l'exporter. Donc évidemment il n'était pas compétitif, donc il y avait très peu d'exportation jusqu'en 2022 où là, même si des sanctions n'ont pas été prises d'ailleurs contre le gaz russe, hein, eh bien les Européens se sont précipités sur le gaz américain pour faire plaisir à Joe Biden, et ce qui fait que donc le coût du gaz a largement augmenté et tout d'un coup le gaz de schiste américain liquéfié, exporté, est devenu rentable. Et donc aujourd'hui, la recommandation qui est faite dans Bloomberg, c'est non, à la limite, pas trop investir dans le pétrole de schiste, mais plutôt dans le gaz de schiste, à condition évidemment qu'on n'ait pas atteint le pic de production. Et ça aussi, c'est un sujet qui est assez brûlant. Certains estiment que 2028 pourrait être le moment où les États-Unis est atteint, en tout cas dans les zones exploitées, est atteint leur pic de production. Donc voilà, intéressant à cette bascule. Donc on est passé d'un gaz de schiste qui n'était pas rentable à un gaz de schiste rentable grâce aux sanctions. Et tout ça, évidemment, c'est payé par les Européens, au lieu d'acheter le gaz pas cher russe. Et pour finir sur cette question du gaz en Europe, on a eu un petit clin d'œil de Vladimir Poutine dans la conférence de presse qu'il a donnée jeudi soir avec Loukachenko sur le fait qu'il pourrait très bien y avoir un gazoduc russo-américain en Europe qui permettrait d'avoir aux Européens d'acheter du gaz qui ne serait plus russe mais américain. Et là, ça rebondit sur des articles. Pour être honnête, moi, j'y avais pas trop cru. Je crois que c'est dans le Wall Street Journal ou dans le Washington Post qui avait dit qu'il y avait un projet qui était de finalement remettre à un consortium américain les tuyaux Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc Nord Stream 2, je rappelle, il y en a un qui fonctionne sur deux, donc il pourrait être utilisé immédiatement. Et le Nord Stream 1 et Nord Stream 2 donc, pourraient être réparés. Je crois que les travaux ont été estimés à 600 millions de dollars, ce qui est tout à fait réalisable. Et donc on assisterait à un moment incroyable, c'est-à-dire que Washington a détruit les 3 tuyaux de Nord Stream. Les Russes vont être d'accord pour leur confier un consortium qui va gérer ces tuyaux, et ça permettra à Washington de contrôler le prix du gaz envoyé par les Russes par gazoduc, et donc de faire en sorte de maintenir un prix du gaz élevé pour que leur gaz de schiste à eux soit toujours rentable. Et ça, visiblement, la Russie, ça lui irait, puisque après tout, quand elle voit le comportement des Européens, ce qui compte pour la Russie, c'est de vendre son gaz. Que ça passe par un tuyau qui soit contrôlé par Washington et qui rapporte de l'argent aux Américains, ça ne les dérangerait absolument pas. Voilà où on en est réduit, en fait. Si réellement Macron, Merz voulaient créer comment dirais-je, une coalition pour s'opposer à Donald Trump, en fait, la première chose à faire, ce serait de rouvrir le 4e tuyau de Nord Stream 2 qui est en fonctionnement. Mais évidemment que, encore une fois, Merz et Macron n'obéissent pas à Donald Trump, mais ils obéissent à l'État profond américain qui essaie de survivre aujourd'hui, de survivre précisément en Europe. Et la question est de savoir, est-ce que Trump aura les moyens de faire ce que Poutine a annoncé, c'est-à-dire de faire en sorte que tous ces satrapes européens, Macron, Merz, Meloni, viennent finalement au pied de Trump en agitant la queue. Je cite les termes de Vladimir Poutine. On va suivre tout ça pour vous sur Stratpol. Restez connectés. Politico-diplomatique maintenant, et évidemment, on est toujours dans le cycle des négociations entre Washington et Moscou au sujet de l'Ukraine, et donc avec ce qui s'est passé à Jeddah, en Arabie Saoudite. Encore bravo au prince Mohammed Ben Salman, qui d'ailleurs a été appelé récemment par Vladimir Poutine pour qu'il l'a remercié et l'a félicité pour le Ramadan. Donc l'Arabie Saoudite est devenue ce que nous aurions dû être, c'est-à-dire une puissance d'équilibre et un pôle de diplomatie, comme la Turquie d'ailleurs également. Donc cette réunion a eu lieu à Jeddah. Zelensky était à Jeddah mais n'était pas présent à la réunion. Visiblement, on lui a demandé de ne pas venir. Et donc il y avait une délégation qui vient, une délégation américaine. Au bout de quelques heures, ils sont sortis, et premier des aveux de Zelensky, c'est que finalement, ils sont d'accord pour une trêve de 30 jours. Alors ensuite, on a eu plus de détails. Donc côté ukrainien, en tout cas, bien sûr, hors de question de mettre fin à la mobilisation, hors de question d'arrêter les livraisons d'armement, etc., etc. Donc en fait, ce serait une espèce de Minsk 3. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on en sait du côté ukrainien. Du côté américain, on ne sait pas trop. Du côté russe aussi, on a été extrêmement prudent. Les déclarations, c'est-à-dire, on va voir les détails. Et puis, on a eu donc cette déclaration du conseiller pour la sécurité nationale, un peu l'équivalent de Michael Waltz, avec
qui d'ailleurs il est en contact, donc qui s'appelle Yuri Uchakov, qui a fait une déclaration en disant que oui, en gros la trêve c'est très bien, mais il ne faut pas que ça serve précisément à Kiev pour gagner du temps, alors que son armée est dans les choux. Donc, et c'est en gros ce qu'a dit Vladimir Poutine, d'où ma vignette, c'est-à-dire qu'en fait Vladimir Poutine a remercié Donald Trump, pas que Donald Trump, d'ailleurs également toutes les autres initiatives de paix sud-africaines, chinoises, brésiliennes, etc. Mais en disant que c'était une bonne chose, qu'il était pour, à condition que, et c'est là où il a posé des conditions qui, à mon avis, ne sont absolument pas réalisables, enfin, à moins que Trump se décide à tordre le bras pour de vrai à Zelensky, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui va contrôler sur les 2000 km de front, hein, en comptant le Dniepr, ça fait 2000 km, qui respecte le cessez-le-feu. Et puis, que va faire Kiev? Qu'est-ce qui va se passer des troupes de Kiev qui sont aujourd'hui encerclées dans la région de Koursk et bientôt dans la région de Soumy, qui sont également encerclées à certains endroits de la ligne de front? Et puis, voilà, parce que la Russie, elle est en train de dominer, elle a l'initiative sur la totalité de la ligne de front. On va le voir sur la carte d'opération militaire. Contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout un gel sur l'ensemble du front en dehors de Koursk. La Russie avance partout, voilà, partout. Et donc, voilà. Donc, en fait, ce que Poutine a dit poliment, c'est niet. Et je rappelle que les exigences pour un cessez-le-feu de Vladimir Poutine, elles ont été émises, on l'a dit et redit sur cette chaîne, sur RT en français, dans nos différentes émissions. Dans notre dernière émission, ici Moscou d'ailleurs, on a rappelé les conditions qui ont été posées par Vladimir Poutine en juin 2024, c'est-à-dire le retrait des troupes ukrainiennes des territoires occupés russes. Voilà, c'est-à-dire Zaporozhye, Kherson et la République populaire de Donetsk. Voilà les conditions. Et évidemment que si Zelensky fait ça, c'est sa fin. Donc son clan ne l'acceptera jamais. Donc la seule solution, c'est que Trump torde le bras à Zelensky, ou eh bien que Trump finalement constate dans 50 jours, on est à peu près à 50 jours des 100 jours qui se sont fixés, qu'il n'y a rien à faire du côté ukrainien, que les Européens veulent la guerre et que donc il s'en lave les mains comme Ponce Pilate et qu'il se retire de ce conflit en disant que c'est la faute de Biden. Pour moi, donc parmi les scénarios, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, parmi les différents scénarios, c'est celui que je vois. Je pense que dans l'ordre, c'est plus probable. Après, on pourrait rêver, mais donc que Trump réussisse à tordre le bras de Zelensky, ça je n'y crois pas trop, mais ça ne peut pas être exclu. On ne peut pas exclure non plus totalement que finalement Trump revienne à la politique de Biden et livre des armes, etc. Finalement déçu parce que la Russie n'a pas accepté cette trêve. Voilà, ça j'y crois pas trop non plus, mais on ne peut pas l'exclure totalement. Voilà. Pour moi, le scénario le plus réaliste, c'est que Trump petit à petit constate qu'il n'y a rien à faire, que les Européens et les Kieviens sont bouchés à l'émery et que donc, eh bien, il faut que les États-Unis se retirent, quitte à laisser les Européens acheter de l'armement au complexe militaro-industriel américain pour le donner à l'Ukraine. Mais ça aussi, encore une fois, on revient toujours à cette question d'argent. En tout cas, pour Zelensky, qui avait expliqué qu'une trêve, un cessez-le-feu serait une trahison, c'est évidemment un camouflet parce que finalement, il a dit exactement le contraire de ce qu'il avait déclaré quelques jours auparavant. Et puis, contrairement à ce qu'on a entendu dans les médias de grand chemin, en disant la balle est dans le camp de la Russie, oui et non, la balle est passée dans le camp de Poutine. Poutine a dit qu'il était d'accord à quelques conditions, donc la balle est de nouveau dans le camp de Kiev ou de Washington, comme vous voulez. Donc tout ça, finalement, le jeu continue, et pendant ce temps-là, l'armée russe avance. Puisqu'on parle d'ailleurs de Zelensky et de son avenir, dans la série Les Américains sont un délit fatal, l'ancien président géorgien donc, qui avait fait la révolution colorée en 2003, Saakashvili, donc, a écopé de 9 ans de prison pour corruption. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait arriver à Zelensky. Et d'ailleurs, le cas de Saakashvili, nous l'avions cité dans notre vidéo que je vous recommande, notre émission L'échiquier mondial sur RT en français, les États-Unis, l'allié fatal. Si j'étais Zelensky, j'accepterais les conditions de la Russie et je partirais immédiatement à l'étranger pour éviter de me faire flinguer, soit par les bandéristes, soit par les gens de son propre clan. Politico-diplomatique toujours, coup d'État français en Roumanie, donc Georgescu est malheureusement mon intuition initiale tout au début donc, de ce processus où l'élection a été annulée le premier tour parce que le candidat nationaliste, soi-disant pro-russe, était arrivé en tête, eh bien ça s'est produit comme je le pensais, c'est-à-dire que des moyens importants ont été mis pour mettre fin au processus démocratique en Roumanie.
Et donc finalement, ce ne sont pas les électeurs roumains qui vont décider qui sera président, mais l'Union européenne et Paris. Et d'ailleurs, ça a été dit par Georgescu soi-même, c'est Paris qui a été le plus actif, notamment Benjamin Haddad, hein, qui est une espèce de petit commissaire politique européen, et évidemment a organisé ce coup d'État. Ce véritable coup d'État. Alors là, l'opposition donc souverainiste nationaliste s'est mise d'accord. On a vu cette vidéo qui a été faite donc entre deux deux leaders de ces mouvements pour donc que les deux présentent leur candidature et que l'un se retire quand l'une ou l'autre aura été acceptée. A priori, le candidat nationaliste sera Simeone. J'ai entendu pas mal de choses sur lui, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout à la hauteur de Georgescu. Je pense qu'effectivement, Georgescu est un personnage exceptionnel, mais c'est un peu comme avec Poutine. Le remplaçant de Vladimir Poutine va forcément décevoir par rapport à Poutine. Donc Georgescu avait vraiment placé la barre très haut, mais je pense que quoi qu'il arrive, cet épisode est important. Cet épisode est important parce que ça montre de plus en plus d'Européens et notamment de Français ce qu'est l'Union européenne. C'est un système dictatorial, un système totalitaire. Ça montre, et là je vous renvoie à mon livre noir, le livre noir de la gauche française, ça montre que la gauche française est la matrice de toutes les dictatures, de tous les totalitarismes depuis 1792. Voilà, depuis la terreur. Et que la répression, c'est une spécialité de la gauche française qu'elle exporte. Elle a été copiée par les bolcheviks, elle a été enviée par Adolf Hitler, qui dans Mein Kampf qui reproche à Stresemann au moment de la République de Weimar de ne pas avoir été un Robespierre ou un Danton. Donc en fait, cette violence dans la politique, cette dictature, parce que finalement, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, parce que la gauche estime qu'elle a quasiment une mission. Alors, il ne croit pas en Dieu, mais enfin, il croit au Dieu laïque, donc divine, pour transformer, régénérer la société. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'elle répand partout dans le monde. Elle répand ses sophismes. Et ça continue encore aujourd'hui. Il n'y a pas de différence entre un Benjamin Haddad et un Brissot qui met l'Europe à feu et à sang. Ou un Ferry qui décide de conquérir l'Afrique pour transformer les Africains en gauchos républicains. Voilà, on est exactement dans le même processus. Et ce sont des bourgeois. Tous des bourgeois de gauche. C'est une idéologie bourgeoise. La gauche française est une idéologie bourgeoise. Il n'y a pas de gauche populaire, en tout cas pas qui atteint la taille critique. Des événements terribles continuent en Syrie, donc les égorgeurs modérés. Alors je me t'ai dit, je ne vais plus les appeler les égorgeurs modérés maintenant qu'ils ont été reconnus, et même par la Russie et la Chine, mais finalement c'est ceux qu'ils sont. Et donc plus de 1000 alaouites et chrétiens ont été massacrés par en fait c'est le HTS, c'est Al-Qaïda hein, qui fait du bon boulot. Là aussi, encore une fois, tout le monde était surpris par le soutien de Barrot, le Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français, au HTS, mais c'est la terreur. Encore une fois, le HTS, c'est la terreur que la gauche française a mis en place à partir des massacres de septembre en 1792. Le recours à la terreur pour éliminer celui qui n'est pas digne de vivre parce qu'il n'est pas de vos idées, c'est quelque chose de consubstantiel à la gauche française. Et donc, ce que fait le HTS en Syrie, c'est même, je dirais, même les images sont terribles, mais si vous regardez les récits de ce que la gauche française a fait en Vendée, et on est encore en dessous de l'horreur qui a été accomplie et qui a servi de matrice à tous les génocides. Donc là aussi, le soutien de la gauche française au HTS n'est absolument pas surprenant. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que finalement la France, c'est pas elle qui protège les chrétiens du Proche-Orient, c'est la Russie. Et les chrétiens et les alaouites ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils sont vus se réfugier dans la base russe de Helmine. Il y en a plusieurs milliers, en plus c'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui l'a dit, il y en a plusieurs milliers, et les Russes étaient tant bien que mal, comme on le voit sur ces photos, d'organiser la survie de ces malheureux. Voilà à quoi a abouti l'arrivée au pouvoir de l'allié du Parti socialiste français, le Front al-Nosra. Dernier point politico-stratégique, c'est le retour des activités outils contre les navires israéliens ou assimilés israéliens dans le détroit de Bab el-Had et donc en mer Rouge, donc pour empêcher ces navires de franchir le canal de Suez. Alors la question c'est est-ce que cette reprise donc des tirs contre les bateaux israéliens ou assimilés israéliens va concerner également les bateaux américains? Parce que ça, je pense que c'était aussi un des objectifs de Donald Trump, c'est de permettre de nouveau la libre circulation en mer Rouge. Et là, à cause des décisions de Netanyahou, donc d'empêcher l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza, d'avoir coupé également l'électricité, évidemment, tout ça est remis en cause. Et une nouvelle fois, on constate que le problème de Trump, en fait, c'est avec Zelensky pour l'Ukraine et avec Netanyahou en Israël. Donc, est-ce que là aussi, il va être obligé de nouveau de tordre le bras à Netanyahou pour qu'il arrête ses tentatives d'épuration ethnique de la bande de Gaza? À voir. Terrorisme maintenant, incroyable mais vrai, la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison
aux plaignants contre l'État putschiste ukrainien au moment du massacre d'Odessa, je rappelle, 2 mai 2014. Donc il y avait des manifestations dans le centre d'Odessa contre le putsch qui avait eu lieu sur le Maïdan, et donc le gouvernement putschiste a organisé le massacre qui a coûté, je crois, plus d'une quarantaine de morts et qui ont été brûlés vifs par les bandéristes. Hein. Et ce massacre était organisé puisque notamment les pompiers, les forces de l'ordre, les médecins ont été empêchés d'arriver sur place. Et c'est ce qu'a constaté la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, les personnes qui ont été, des familles, des tués ou des personnes qui ont été blessées, seront dédommagées à hauteur de entre 15 et 20 000 euros, je crois, donc ça ne va pas changer grand-chose. Mais malgré tout, c'est tout de même ça. C'est-à-dire que ce que nous avions dit, aujourd'hui, bien, c'est reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est une légitimation supplémentaire du soulèvement anti-Maïdan qui s'est passé dans toute la Nouvelle-Russie, donc d'Odessa jusqu'à Kharkov, qui a été sauvagement réprimé à Odessa, à Nikolaïev, à Kharkov, à Mariupol, hein, le 9 mai 2014, donc une semaine après ce qui s'est passé à Odessa, il y a eu un massacre encore plus important qui a eu lieu à Mariupol. Donc tout ça, évidemment, coopération entre les oligarques, les services secrets occidentaux, la CIA et le MI6 pour ne pas le nommer, et les bandéristes, tous ces groupuscules qui se sont donnés à cœur joie. Je vous renvoie aux travaux de Laurent Braillard, hein, qui a suivi tout ça. Donc là, le soulèvement du Donbass, notamment, puisque c'est le seul endroit où ça a réellement fonctionné. Il y a eu la Crimée, mais la Crimée, c'était dès le mois d'avril, ça a été tout de suite, et puis c'était encore une fois totalement différent. Il y avait un parlement local, il y avait une certaine autonomie, et puis géographiquement, c'était facile à isoler du reste de l'Ukraine, et puis il y avait des troupes russes sur place, hein, de manière tout à fait légale, alors que dans le Donbass, eh bien, ça a été beaucoup plus difficile, mais ce soulèvement était légitime, et évidemment que le rattachement maintenant du Donbass, et on espère aussi finalement d'Odessa, et comme d'ailleurs Kiev ne respectera pas les exigences de la Russie, la bonne nouvelle, c'est que je pense que l'armée russe s'arrêtera à Odessa. Encore une fois, si il n'y a aucun accord n'est trouvé. Donc voilà, tout ça légitime, évidemment, et rappelle que l'action de l'armée russe, de la Russie en Ukraine est tout à fait légitime, pour ne pas dire légale. Mais passons à l'empire du mensonge. Alors, avant de désigner le gamelin de la semaine, je crois que vous avez deviné qui c'était, et je voudrais désigner le Clausewitz de la semaine. Donc, il s'appelle le général Maril, il est passé sur CNews. CNews, c'est beaucoup mieux sur l'Ukraine que ça l'a été avant, notamment Erwet, je ne sais pas comment on prononce, est très bon. Ça n'a pas été le cas pendant 2 ans et demi, mais là, il y a tout d'un coup une prise de conscience. C'est assez étonnant et appréciable. Donc là, ce général Maril était interviewé, expliquait une chose, et qui évidemment qui ne surprendra pas les auditeurs de Stratpol, c'est qu'on n'a plus d'état-major, on n'a plus un général qui est capable de commander une armée, déjà parce qu'on n'a plus d'armée, donc on a des espèces de morceaux éparpillés, et donc tout ce savoir-faire qui permettait de commander une armée, comme au bon vieux temps, a été perdu. Hein. Je rappelle, j'en avais parlé également, les dernières manœuvres qu'on a fait avec les Allemands, donc qui rassemblaient plusieurs dizaines de milliers d'hommes, hein, ce qu'aujourd'hui on serait incapable de faire. Je crois que ça s'appelait Moineau Hardy, et je crois que c'était en Kekarspatz en allemand, c'était en 86 ou 88, enfin voilà, c'était il y a très longtemps. Et donc aujourd'hui on serait incapable de faire ça, ce qui rend d'autant plus ridicule les menaces d'Emmanuel Macron contre la Russie. Voilà. Et il faut être quand même reconnaître qu'il faut être courageux aujourd'hui pour un général français de le dire ouvertement en ce moment. Voilà, donc bravo à notre Clausewitz de la semaine, le général Marine. Et tout de suite, le moment bunker. Donc évidemment, le gamelin de la semaine, vous l'avez tous deviné, vous m'avez fait suivre 1 millier de fois ce moment incroyable où le général Dourakovlev, qui ne comprend rien à la chose militaire, décide de se mettre à l'économie et nous explique qu'en une nuit, l'économie russe peut s'effondrer. Les entreprises ne payent plus leurs factures, par exemple. Bon, une fois qu'il y en aura une grosse qui aura fait faillite, et en cascade, toutes les autres feront faillite. Les banques ne donneront plus d'argent, etc., etc. Donc l'économie russe est de plus en plus bâtie sur du vent. Et l'écroulement de l'économie est très possible et peut arriver cette nuit. Pourquoi est-ce que Dourakovlev continue ? Pourquoi est-ce qu'il continue à se ridiculiser ? Ce qui est triste, c'est que finalement, il donne de l'armée française, du général français, une image d'un débile profond. Ce qui est exactement l'image que soutenait l'extrême gauche. Hein, on se souvient, c'était différents caricaturistes qui présentaient toujours le militaire français comme un débile. Et en fait, Dourakovlev est là pour leur dire que c'est vrai. Donc ça c'est triste. Pourquoi est-ce qu'il le fait ? Je pense qu'il est allé trop loin. Maintenant, il n'en a plus rien à faire, il n'a plus rien à perdre.
Donc je ne vais pas non plus revenir sur Durakovlev toutes les semaines. En plus, il a tenu des propos sur la dénazification qui serait que veulent les Russes, qui serait pire que l'occupation allemande. En fait, aujourd'hui, ce que subissent les Russes et les russophones en Ukraine, c'est l'occupation allemande. Ils n'ont pas le droit de parler leur langue. À l'heure où je vous parle, il y a une proposition de loi à la Rada qui vient de passer pour interdire aux enfants de parler russe dans les cours de récréation. Puisqu'aujourd'hui, l'enseignement est interdit en russe. Mais malgré tout, l'immense majorité des Ukrainiens, le russe est leur langue natale. Il faut bien se comprendre. Même dans la partie centrale, même dans certaines parties de l'ouest de l'Ukraine. Et donc, les enfants, ils parlent la langue de leur maman. Et y compris dans la cour de récréation, tant qu'on ne les oblige pas à parler le sabir ukrainien. Donc voilà, l'occupation, en fait, elle est de ce côté-là. Bon, évidemment, il s'est fait allumer, parce qu'il y a des choses qui sont sacrées en France, faut pas en parler. Jean-Marie Le Pen s'était fait condamner pour une déclaration à peu près similaire. Donc voilà, mais bon, je pense que comme il est anti-russe, tout lui sera permis et il va continuer, parce qu'il a raconté tellement d'âneries depuis 3 ans que maintenant, en fait, il n'a plus rien à perdre. Considération militaire générale, rapidement. Vladimir Poutine, comme vous l'avez dû le voir dans la presse, est venu en tenue militaire donc sur le front de Koursk pour faire le point après la débâcle ukrainienne et pour désigner les nouveaux objectifs. Le nouvel objectif, c'est une zone tampon dans la région de Soumy. Voilà à quoi aura abouti cette opération stupide de l'Ukraine dans la région de Koursk. Rappelons l'origine de cette opération absurde. Alors, elle n'était pas absurde au début. Il s'agissait de s'emparer de la centrale nucléaire de Koursk, à Kourtchatov, et ensuite de pouvoir la négocier avec la centrale nucléaire de Zaporozhye, d'organiser un échange, en tout cas une crise stratégique grave pour la Russie. L'opération a complètement échoué, la centrale était à 50 km, les Ukrainiens ont été arrêtés à 20 km, et puis même ont dû rapidement se replier, et finalement la percée maximum, on était autour de 10 km, une dizaine de kilomètres. Donc ça a complètement raté, et là, la raison aurait voulu que les troupes ukrainiennes se retirent après avoir manqué ce raid. Mais là, décision a été prise, parce que encore une fois, l'armée ukrainienne est commandée par des communicants et pas par des soldats, de rester en prétextant qu'on allait échanger ce territoire, que c'était une humiliation pour Poutine. Alors ça, on y a eu droit sur LCI, comme si le fait d'humilier son adversaire était un objectif stratégique. Donc, encore une fois, des communicants. Donc ça a mobilisé d'excellentes troupes de l'armée ukrainienne. Tout le monde est bien d'accord avec ça. Et ça lui a coûté très cher, parce qu'évidemment, c'était un saillant. Donc les Russes, petit à petit, ont écrasé le saillant et ont pris le contrôle de la route d'approvisionnement au mois de décembre sur leur feu. Donc évidemment, cette opération était préparée depuis plusieurs semaines, depuis 3 semaines d'ailleurs, si on en croit le commandant de brigade, qui a été interviewé, et une opération de grande classe. Donc en plus d'avoir privé l'approvisionnement des troupes ukrainiennes donc, dans ce saillant, eh bien, les Russes ont utilisé un gazoduc sur 16 km qui leur a permis de contourner le front et de surprendre et de désorganiser complètement la défense ottano-kievienne. Et ça a été possible grâce à Vladimir Zelensky, qui a mis fin au transit de gaz russe par l'Ukraine, souvenez-vous, au 1er janvier. Donc ça avait eu comme conséquence, c'est que finalement, l'Ukraine a perdu l'argent que lui rapportait le transit de gaz par son territoire, 800 millions de dollars par an. Ils ont finalement dû quand même acheter du gaz russe qui passe par la Slovaquie, sauf que finalement, maintenant, ils payent des droits de transit à la Slovaquie, à la Hongrie et à tous les pays que traverse le Balkan Stream. Par conséquent, les Russes ont pu s'attaquer directement au système de distribution au gazoduc sur le territoire ukrainien, puisqu'il n'y avait plus de gaz russe dedans. Donc évidemment, là, l'Ukraine a perdu la majorité de ses capacités, je crois que c'est 70% de ses capacités de production et de distribution de gaz, que les Russes n'auraient pas pu faire avant. Et puis le quatrième résultat, c'est que les Russes ont complètement siphonné le tuyau de gaz, ils ont mis de l'oxygène à la place et ils ont envoyé 800 hommes dans un tuyau de 14,5 mètres de diamètre, sur 16 km, en organisant tout, le ravitaillement, les toilettes, donc tout ça est organisé pendant 3 semaines. Et on a eu cette opération magnifique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les ottano-kieviens, comme je l'avais souvent dit, n'apprennent rien de 3 ans d'expérience. C'est la 3e fois que les Russes utilisent un conduit souterrain. Donc là, c'était un gazoduc, mais ça avait été aussi un tuyau d'évacuation à Avdiivka. Ils avaient refait le coup à Toretsk, et à chaque fois, les ottano-kieviens se sont fait piéger. Donc comme je l'ai dit, mais c'est ça, on l'observe depuis le début, cet état-major est mauvais. Il est mauvais, donc l'état-major est mauvais au plus haut niveau, mais également au niveau des unités, il n'y a aucun débrief, il n'y a aucun échange d'informations finalement. Ce qu'on observe dans l'armée ukrainienne, c'est que la seule chose qu'ils savent faire, c'est envoyer, attraper des mecs dans la rue et les envoyer sur le front mal préparés. Voilà, à part quelques unités d'élite qui en plus se sont fait exterminer à Koursk, le résultat, ça a été ça. Et au contraire, ça montre l'extrême professionnalisme, l'audace de l'armée russe,
à tous les niveaux, c'est-à-dire de l'état-major de Gerasimov au niveau du commandement de la brigade, au niveau des soldats russes qui prennent des initiatives, qui décident tout d'un coup, pour échapper aux drones, d'utiliser des motos, des quads, qui innovent précisément en proposant des solutions, parce que ça, c'est des solutions qui sont proposées sur le terrain, c'est clair. Donc de prendre des initiatives et de les accomplir avec audace, tout ça montre une supériorité totale dans tous les domaines de l'armée russe sur l'armée ukrainienne, évidemment, mais sur toutes les armées de l'OTAN en général qui n'ont aucune expérience de la guerre de haute intensité. Donc c'est remarquable, chapeau aux soldats russes, ils ont encore écrit de belles pages d'histoire. Le résultat, c'est que donc, la Russie a décidé de lancer ses offensives de printemps, à commencer par la direction de Soumy. Donc désormais, on ne parle plus de la direction de Koursk, mais de la direction de Soumy, et va rentrer en territoire ukrainien. La conséquence immédiate, ça a été le limogeage par Zelensky du général Krasilnikov, donc, qui commandait les troupes nord ukrainiennes. Et de manière générale, on va le voir sur la carte des opérations militaires, les offensives de printemps ne concerneront évidemment pas que la région de Soumy, mais également tout le reste du front. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc on va commencer par les frappes dans la profondeur. Les Ukrainiens ont bombardé largement dans la profondeur durant cette semaine. Notamment, il y a eu une nuit où il y a eu 337 drones qui ont été envoyés donc sur des objectifs civils, uniquement sur des objectifs civils, sans doute parce qu'il est de plus en plus difficile pour Kiev d'acquérir des objectifs militaires ou assimilés qui soient atteignables, donc c'est-à-dire des états-majors, des dépôts de munitions. Aucun n'a été touché depuis, ça se compte en mois, peut-être même en années désormais, et donc il se rabat sur des objectifs qui sont plus difficiles à protéger puisqu'ils sont moins prévisibles par l'armée russe. Donc voilà, des frappes, notamment dans la banlieue de Moscou. Alors pas à Moscou même, hein, contrairement à ce qui a été dit, mais dans la banlieue de Moscou. Voilà, il y a une frappe qui a eu lieu, en revanche, dans la nuit de jeudi à vendredi, qui a touché un dépôt pétrolier, voilà, dans la région de Tuapse, ici, à cet endroit-là. Bon, encore une fois, les images sont impressionnantes, mais ça n'influe absolument pas sur l'économie russe ou sur la conduite des opérations sur la ligne de front. Les Russes, en revanche, eux, ont continué leur frappe, alors beaucoup plus ciblées militairement et infrastructure énergétique. Et notamment, ils ont frappé dans la région de Ternopil, à cet endroit-là. Frappe également sur un hôtel à Krivoy Rog, qui était a priori occupé par des mercenaires ou des états-majors ukrainiens. C'est pas très précis. Voilà où on en est. Mais revenons maintenant sur la ligne de front. Donc on va commencer par le sud, puisqu'on finira par Koursk, c'est l'événement le plus important. Donc rien à signaler sur le Dniepr. Les Russes continuent à avancer dans la région de Zaporozhye. Donc ils se sont emparés de Pitikhatki, vous vous souvenez, on l'avait dit, et a priori, ils continuent leur poussée vers le nord. Est-ce que c'est une diversion ou est-ce que c'est une volonté de lancer une véritable offensive au printemps? Nous allons, je pense, bientôt le savoir. Les Russes ont bien avancé également sur le front sud-ouest du Donbass, donc au nord de Velikaya Novoselka, puisqu'ils se sont emparés de la localité de Dniepro-Energia, de l'autre côté de la rivière, et sont également en train de donner l'assaut à Vesselé, c'est-à-dire qu'ils sont en train de franchir la dernière ligne de défense ukrainienne, ce qui leur permettrait de développer quelque chose de très intéressant, un espace opérationnel très intéressant qui va s'ouvrir à eux vers la région de Dnepropetrovsk, évidemment, avec dans l'idée de continuer cette série de grands encerclements qui a donné de bons résultats jusque-là. Puisqu'on parle de grand encerclement, eh bien ça y est, la poche de Kourakovo a été définitivement liquidée et les Russes se sont emparés de Constantinople à cet endroit-là. Voilà, donc je retire la petite punaise. Et donc désormais, les troupes russes, après une pause opérationnelle, vont pouvoir repartir vers l'ouest. Les Russes, comme on le voit, sont également en train de liquider la poche qu'il y a entre ces deux directions. Ici, les contre-offensives ukrainiennes ont quasiment cessé, elles ont échoué. Donc visiblement, la tactique des Russes, c'est de laisser rentrer les unités ukrainiennes, de les détruire, pour ensuite s'emparer non seulement des points qui ont été capturés par les Kieviens, mais également aller plus loin. Et c'est visiblement ce qu'on est en train d'observer. Les experts pensent aussi que Kiev a dû prélever des troupes ici pour les envoyer dans la région de Soumy. Plus à l'est, là aussi, les Russes continuent à avancer, se sont emparés du village de Berezovka, à cet endroit-là. Ici, le contrôle de cet échangeur n'est pas très clair, donc j'ai un peu baissé la ligne, mais bon, c'est pas très important. De toute manière, cette route entre Pakrovsk et Konstantinovka est sous le contrôle des feux russes. Plus à l'est encore, les Russes ont amélioré leur position autour de Toretsk en s'emparant de la localité de Dachnoe, ici, et donc là, les petites opérations, toujours de harcèlement de l'armée ukrainienne, hein, comme ce qu'on a observé autour de Pakrovsk, continuent, mais coûtent très cher à l'armée ukrainienne.
pour pas grand-chose, puisque finalement, là aussi, les Russes laissent rentrer, écrasent et reconquièrent les territoires. Visiblement, il s'agit plutôt pour Kiev de gagner du temps, pour empêcher les Russes de lancer leur grande offensive vers Konstantinovka. Ce sera sans doute ça l'objectif du printemps. Du côté de Chassofyar, les choses ont pas mal avancé, notamment puisque les Russes sont en train de le finaliser, comme on le voit sur la carte, leur encerclement physique, hein, non seulement opératif, mais tactique, de ce qui reste de la ville de Chassofyar. Hein. Je rappelle, Chassofyar, c'est important parce que c'est les hauteurs, et donc après, Konstantinovka, c'est dans une cuvette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au nord de Chassofyar également, les choses ont bougé. Ça a été reconnu d'ailleurs par l'état-major otano-kievien. Les Russes ont définitivement nettoyé la localité de Grigorovka, ont franchi le canal du Donetsk-Donbass ici et se sont emparés de la localité de Novomarkové. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que à partir de là, les Russes contrôlent les hauteurs jusqu'à Kramatorsk. On l'a dit tout au début, souvenez-vous, il y a 1 ou 2 ans, Slaviansk et Kramatorsk, ça va être surtout Slaviansk, ça va être compliqué à défendre parce que c'est une cuvette. Donc là, les Russes sont en train d'arriver par les hauteurs et là aussi, ça pourrait être un objectif de l'offensive de printemps. Ça faisait longtemps que le front n'avait pas bougé à cet endroit-là. Les combats continuent du côté de Seversk, du côté de Kupiansk, mais je n'ai rien observé de vraiment notable sur la carte. Et nous arrivons donc à la campagne éclair dans la région de Koursk. Donc là, comme on le voit, je rappelle, là, c'était la ligne de front de la semaine dernière. Et voilà comme ça a bougé en une semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme on l'avait dit, les Russes ont affaibli énormément à partir du mois de novembre-décembre la principale ligne d'approvisionnement des troupes otano-kieviennes à cet endroit-là. Et donc, il y a eu un gros affaiblissement qualitatif des capacités militaires des troupes, hein, qui étaient de bonnes troupes, hein, c'est des bonnes unités qui ont été envoyées. Il y a eu beaucoup de mercenaires également, notamment des mercenaires géorgiens, anglais, il y en a qui ont été capturés. Et ça, c'était une première étape. Et puis, à la fin de la semaine dernière, donc en l'espace de 5 jours, les Russes ont provoqué une débâcle des troupes otano-kieviennes en utilisant un gazoduc. Donc les Russes ont utilisé le gazoduc pour envoyer 800 soldats de l'autre côté, loin de l'autre côté, sur les arrières de l'ennemi, la ligne de front, et ça a provoqué une véritable panique. Et évidemment, comme d'habitude, l'ordre de retraite n'a pas été donné ou a été donné trop tard. Donc, en fait, ça a été la débâcle. Et tous les véhicules qui tentaient de s'enfuir ont été détruits. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit Vladimir Poutine, on a des petits groupes de 1, 2, 3 soldats qui s'enfuient en race campagne pour essayer d'échapper aux tirs russes. Donc, c'est une véritable débâcle. Évidemment, la question aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où les Russes vont aller dans la région de Soumy. En tout cas, la ville de Soudja, qui avait été prise au mois d'août, a été libérée. Donc, je retire la petite punaise. Et désormais, la punaise à laquelle on va s'intéresser, c'est celle de Soumy, puisque désormais, c'est l'objectif russe. Hein. Vladimir Poutine a demandé la mise en place d'une zone tampon. On retire la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le vendredi 14 mars 2025. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir encore une fois en description comment vous pouvez nous aider. Dans tous les cas, c'est gratuit. Inscrivez-vous sur nos plateformes